Et donc, Monsieur Safar, cette fois-ci, j'imagine. Oui, Monsieur le maire, mes chers collègues, on a quand même eu un débat intéressant qui n'est pas terminé, avec quand même quelque chose que je tiens à signaler, parce que même moi, ça me met, je le dis très clairement, mal à l'aise. Si maintenant on fait nos débats avec des tuchères leaks à tous les conseils municipaux, je trouve qu'il y a quelque chose d'anormal à utiliser, je le dis ici très clairement, des documents que nous n'avons pas eus à notre connaissance. Donc soit on nous les donne clairement, soit on va être soumis ici et là à ce qui ressemblera à de la révélation. Et je le dis très clairement, dans le climat qui est celui et de notre ville et de notre pays, ça n'a rien de sain, parce que ça ne fait qu'alimenter la méfiance que nous pouvons avoir les uns vis-à-vis des autres, et je ne parle pas des Grenoblois à l'égard des élus. Mais ce qui a été dit, nous le savions et nous l'avions dit. Monsieur Tucher, vous avez maintenant la foi des convertis, très bien, mais nous n'avions pas besoin de ces documents pour savoir que les chiffres n'avaient pas été exposés dans leur clarté. C'est un autre débat et nous y reviendrons plus tard. Ce soir, nous avons un débat sur 3 points qui n'ont pas été tranchés dans la réponse de Madame Bernard, parce qu'ils ne regardent pas seulement les 3 équipements dont nous avons parlé, et je veux remercier ici les pétitionnaires d'avoir permis au moins l'ouverture de ce débat, parce qu'il continuera, j'espère, en conseil municipal. Le premier point, c'est de savoir quels moyens publics, pour quel réseau de lecture publique aujourd'hui et demain, avec quelle nécessité d'une concertation, et surtout le refus d'avoir demain une concertation qui a été organisée comme elle a été faite, en sectorisant, pour ne pas dire en saucissonnant le dossier, pour faire apparaître les avantages des uns par rapport aux autres, et la réponse qui a été faite va dans ce sens, sans que nous puissions poser les enjeux de la politique de lecture publique. Ce sont des enjeux de proximité au-delà de la fréquentation d'une famille avec 2, 3 ou 4 enfants. Quelle proximité de lecture publique pour des quartiers qui sont des quartiers fragiles ou fragilisés? Et même si ça n'a pas plu, c'est vrai qu'il y a quand même une contradiction à vous voir fermer une bibliothèque dans un quartier, je veux parler d'Auclin, à côté d'un quartier El Matlet-Cloître, dont ici, pratiquement tous les groupes se sont réjouis de le voir enfin rentrer dans ce qu'on appelle la classification politique de la ville, pour qu'il puisse concentrer des moyens publics, non seulement en termes de politique, mais aussi de rénovation du quartier. Il y a enfin ce retour permanent aux réflexions des années 2003-2004. Ça a été évoqué tout à l'heure. C'est vrai qu'avec Cécile Guittard, nous avions engagé un travail. Ce travail était clair, c'était celui du développement du réseau, et pas un travail d'économie du réseau. Et je le rappelle ici, puisque je l'ai déjà dit, après des réunions avec les habitants et les professionnels, le maire de l'époque nous a demandé de ne pas fermer Village Olympique. Pour une raison simple, et j'ai entendu tout à l'heure ce qui a été dit, je crois, par Madame Bernard, mais ce n'est peut-être pas elle, c'était quelqu'un de la majorité. C'était la volonté de dépasser les frontières des quartiers. Personne ne peut être en désaccord, décidément les liaisons ce soir c'est compliqué, ne peut être en désaccord avec ce slogan. Oui, c'était une façon de rigoler un peu, on peut. Mais très sincèrement, et je nous demande de l'entendre, expliquer aux habitants de Village Olympique qu'ils vont devoir aller à la bibliothèque de l'Arlequin, c'est simple à énoncer. C'est un peu plus compliqué à mettre en place. Ça demande un travail d'accompagnement et de médiation colossal. Quels moyens seront mis en place pour que cela puisse être fait et avec quels professionnels? Le deuxième point, c'est l'information que vous devez, que nous devons à l'ensemble des Grenoblois sur le réseau et sur les décisions immédiates que vous prenez. L'information sur les travaux de l'Alliance n'est pas suffisante. Même si j'ai entendu, Madame Bernard, les propositions que vous faites, nous avons besoin de savoir demain comment le réseau va fonctionner, comment cette réouverture va avoir un impact sur l'ensemble, non seulement de l'équipement, mais du réseau, en termes d'animation, d'amplitude horaire, de présence des professionnels, de service à la population et au public, et je dis bien au public, que ce soit le lecteur ou les groupes, et quel type de groupe. Enfin, le troisième point, c'est celui de l'évolution du réseau, non seulement pour le personnel dont on ne parle pas,
ce qui est étonnant quand on connaît la qualité extraordinaire du personnel des bibliothèques de la ville, et que je trouve qu'on a peu sollicité personnellement ce personnel-là pour qu'il fasse des propositions, ou alors on ne nous l'a pas dit, mais peut-être que M. Tucher nous donnera des documents bientôt. Quelle évolution pour le personnel et pour le réseau? Et là, il y a une question qu'il faut quand même évoquer, qui est celle du numérique. On ne peut pas faire comme si demain, la question du numérique n'allait pas avoir de conséquences sur les politiques de lecture publique. Et vous l'avez dit à un moment, y compris sur l'organisation physique du réseau, même si je suis pour ma part très réservé au slogan qui veut que les bibliothèques numériques font que demain, on pourra fréquenter mieux les bibliothèques publiques en restant chez soi. L'avantage d'une bibliothèque, c'est justement aussi de ne pas être chez soi, d'être confronté à des professionnels qui peuvent vous faire découvrir des choix de lecture vers lesquels vous ne seriez pas allé. Et là, je fais part de souvenirs personnels. J'ai fréquenté plus jeune les bibliothèques avec intensité. J'ai découvert dans la bibliothèque dans laquelle j'allais Stendhal, j'étais à Lyon, mais aussi Romain Gary, mais aussi Victor Hugo, tout simplement parce que la bibliothécaire qui avait l'habitude de me voir s'est mise à me conseiller, à m'orienter sur des choix de lecture, parce qu'elle me connaissait, elle me suivait. Après ces 3 points, nous voulons porter ce soir, parce que je pense que ce serait dommage de ne pas le faire, 2 propositions devant le Conseil, Monsieur le maire. Une en direction de l'État à vocation nationale, parce qu'il serait quand même dommage de ne pas profiter de la présence de Madame Nyssen au ministère de la Culture, cette grande dame du livre et de l'édition, pour ne pas tenter communément, et je dis bien communément, par un vœu que nous pourrions vous proposer, de l'alerter sur la difficulté de l'évolution des réseaux de lecture publique sur Grenoble et pour voir si elle est prête, éventuellement, à tenter une expérimentation entre l'État et la ville. Je sais que ça n'est pas facile, et je sais qu'aujourd'hui l'État est très en recul sur ces questions-là, pour voir comment non seulement nous pouvons maintenir un réseau de grande qualité, mais aussi le développer et le faire dans une réflexion commune, territoriale et nationale. Ne me dites pas que ça n'est pas possible. Nous sommes en train, ailleurs, de voir que quand l'État est sollicité par les collectivités, cela peut donner lieu à des résultats inattendus. La deuxième proposition, elle est locale. Elle nous concerne directement. J'ai entendu la mise en place des comités d'usagers, du comité de suivi. Nous souhaitons que ce travail-là donne lieu annuellement à un rapport présenté devant l'ensemble du conseil municipal sur l'évolution du réseau, l'évolution du nombre de professionnels du réseau et qui sont chargés de l'accueil de public et de la politique de médiation, l'évolution évidemment de l'accueil des groupes, de l'activité du réseau de bibliothèques et de la professionnalisation du réseau des bibliothèques de Grenoble. Ceci pour faire simplement que ce débat-là nous permette d'avoir, sur ce qui reste le point fort emblématique des politiques culturelles de notre ville depuis 40 ans, un débat dépassionné au-delà des dossiers qui nous font débattre ce soir. Je vous invite à conclure. Je conclus et j'aurai une question. La conclusion, c'est que oui, nous sommes devant une demande de service public à la population sur l'ensemble de nos quartiers qui est forte, mais que cette demande-là ne doit pas nous empêcher la réflexion avec les habitants sur l'évolution de ces services publics. Même si, toutefois, parfois, nous avons eu l'impression, et ça n'est pas qu'une impression, que vous avez tenté de ne pas vouloir avoir ce débat et de vouloir l'obérer sur la présence des services publics dans tous les secteurs. C'est contradictoire avec le travail que nous avons engagé dans le cadre du PLUI, ce qui est quand même assez incroyable. Ici, à la ville de Grenoble, nous ne le ferions pas quand le PLUI nous incite à le faire, le plan local d'urbanisme intercommunal, que vous avez porté et que nous avons porté. Portons-le tranquillement et sereinement. La question, et elle est un peu inquiétante et je m'en excuse, parce qu'elle nous interpelle tous. Nous savons qui est élu président de la République depuis quelques jours. Nous ne savons pas encore si le gouvernement actuel va rester ce qu'il est, mais je ne vais pas commencer à faire des pronostics. Je me suis planté sur tous depuis le mois de novembre et je ne suis pas le seul. Ceci dit, dans le programme actuel du président de la République, 2 choses sont inscrites. La baisse continue des dotations et la suppression de la taxe d'habitation. Une question se pose donc à nous tous ici. Quelles seront vos réponses demain, et je dis bien vos réponses demain,
face à ces situations qui vont aussi avoir une incidence sur les collectivités locales et leurs finances.